favorable que ça, on peut se poser la question. Alors on va essayer rapidement de couvrir les enjeux, l'écosystème, c'est très important, et puis pour vous, les opportunités qui peuvent se présenter. Une simple définition, l'e-santé c'est quoi? C'est l'application de ces technologies d'information et de la communication à l'ensemble des activités qui sont en rapport avec la santé au sens large. La santé a été définie par l'OMS en 1946. Ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais c'est aussi un état de bien-être physique, mental et social, et l'e-santé peut couvrir l'ensemble de ce spectre. Quelles sont les composantes de l'e-santé? D'un point de vue général, elle touche le système de santé. On peut parler de l'hôpital connecté, du dossier médical patient. La télésanté, c'est tout ce qui concerne les sources d'information essentiellement, que ce soit pour le grand public, les portails d'information grand public ou professionnels, serious gaming également, la formation pour les professionnels de santé, la télémédecine qui concerne tout ce qui est en rapport avec le diagnostic, l'échange d'informations entre professionnels de santé, la mobile santé, qui est sans doute le secteur le plus développé, avec d'une part les applications mobiles, et d'autre part les objets connectés, les vêtements connectés, et puis la dimension robotique est peut-être un petit peu plus particulière. Alors, on ne s'était pas concerté avec l'intervenant précédent, mais effectivement, il y a de très beaux projets, très belle plateforme. C'est une plateforme qui était citée tout à l'heure au Cameroun. Très concrètement, cette plateforme, effectivement, sur la base d'un SMS, permet de lutter très concrètement contre, par exemple, la mortalité infantile et maternelle. C'est simplement un rappel, comme ça a été dit, je ne m'attendais pas, par SMS, sur les campagnes de vaccination et les consultations prénatales. En Tunisie, on va être un petit peu chauvin, c'est une start-up, alors la photo n'est sans doute pas la bonne, en tout cas, ils ont travaillé sur un bracelet intelligent. Encore une fois, l'application de cette e-santé, très concrètement, c'est par exemple de prévenir le risque de survenue d'un accident cardiaque. Comment? Grâce à un bracelet connecté qui va enregistrer des datas sur la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturation d'oxygène, et qui va pouvoir prévenir de la survenue éventuelle d'un accident. Une autre application, toujours tunisienne, Catonic, est une application qui travaille sur trois composantes, le big data, l'intelligence artificielle et le deep learning. En fait, c'est une application qui permet, à travers une image, de faire un diagnostic précoce grâce aux outils d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'aide au diagnostic ou la médecine pertinente, et qui va par exemple permettre de dépister un cancer de la peau à un stade précoce, et on peut comprendre l'impact que ça peut avoir, que ce soit sur le plan évidemment de la santé, mais aussi sur le plan plus global de la santé en général. Alors, quels sont les enjeux de l'e-santé? Évidemment, ce sont des enjeux économiques. Il y a plusieurs centaines d'applications santé nouvelles, et par exemple, rien que sur l'Apple Store, il y a plus de 500 applications nouvelles par mois. À l'horizon 2020, on parle de 161 millions d'objets connectés uniquement pour la santé, et des investissements qui représentent plus de 400 milliards d'investissements à l'horizon 2020 pour avoir un ordre de grandeur, la FinTech, c'est 150 milliards à l'horizon 2020. Il faut savoir que plus de 50% de ces investissements seront tournés vers les objets connectés. L'enjeu est également social. Pourquoi? Parce que le mode d'exercice des médecins, on va en reparler par la suite, la relation médecin-patient va être amenée à évoluer. Le modèle de fonctionnement et de gestion du système de santé va changer, et c'est sans doute l'un des aspects les plus positifs de l'e-santé, c'est le parcours de soins, qui est lui le fait de consulter plusieurs médecins, plusieurs établissements qui ne se concertent pas forcément. Et bien, ce parcours de soins va être optimisé, amélioré. Il y a également, comme ça a été dit dans l'intervention précédente, la question de l'accès aux soins, et là, l'e-santé a un rôle extrêmement important à jouer, parce qu'elle permet de lutter un petit peu contre ces problèmes de désertification médicale. Le risque, c'est peut-être d'avoir un patient qui ne va plus utiliser que le numérique, et donc d'isoler le patient par rapport au système de santé, ce sur quoi il faut être peut-être vigilant.
Et en termes d'économie globale, on parle beaucoup d'économie de santé. Il faut peut-être, par exemple, le parcours de soins, effectivement, cela peut avoir un impact global en termes d'économie. Il faut peut-être modérer parce que l'e-santé générera de toute façon de nouveaux types de comportements et ces comportements peuvent être aussi des sources de coûts. L'enjeu est bien entendu éthique et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant d'appréhension quand on parle d'e-santé. Le respect des libertés individuelles, évidemment, tous les objets dont on dispose aujourd'hui, tous les objets à venir, collectent de la data. Ces data sont des données sensibles, sont des données à caractère médical. Il faut donc pouvoir protéger ces données. Et puis, on peut aussi, si on se projette un petit peu, en 2003, il fallait 10 ans pour décrypter le génome humain. Actuellement, à partir d'un simple prélèvement, c'est quelques jours. À partir du génome humain, on est capable de prédire la survenue d'un certain nombre de maladies. On peut se demander si chacun d'entre nous, ou même par rapport à des membres de notre famille, on a envie de savoir quelles sont les maladies qui vont éventuellement survenir. Donc l'enjeu éthique, il est très important. Quelques mots sur la notion de data. Évidemment, comme on disait, donc, les sources de collecte sont extrêmement variées et importantes. L'intérêt, il est indéniable, c'est qu'on va travailler sur de l'aide au diagnostic, on va travailler sur des questions d'épidémiologie, de pharmacovigilance. Le défi des techniques en termes de stockage, de capacité d'indexation et d'exploitation, il est aussi éthique, on vient de le dire. Petit focus sur le supercalculateur de Watson dont vous avez peut-être entendu parler. Là, on est au cœur du deep learning de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ce supercalculateur va essayer un petit peu d'imiter le raisonnement humain. Auparavant, on n'avait pas la capacité d'interpréter certaines données qui n'étaient pas structurées pour être interprétées. Aujourd'hui, avec ce supercalculateur, il y a une capacité d'interprétation de données même non structurées. Donc on va quand même de plus en plus loin. Très concrètement, le supercalculateur de Watson a permis de dépister certains cancers qui n'étaient pas dépistables ou qui prenaient beaucoup plus de temps à être dépistés, tout simplement par sa capacité d'analyse. 600 000 données médicales, 2 millions de pages consultées, et des dossiers médicaux de 1,5 million de patients. Tout ça a été interprété en quelques heures et a permis de poser un diagnostic d'une pathologie. Alors, quelques mots sur l'écosystème e-santé, c'est peut-être la dimension qui vous intéresse le plus. Dans cet écosystème, qui sont les acteurs? Évidemment, il y a les institutions, il y a tous les professionnels de santé, les établissements de santé, il y a les patients, et puis il y a les entreprises technologiques, les startups, les porteurs de projets que vous êtes. Et cet écosystème, à mon sens, il y a deux notions importantes. Tout d'abord, c'est son interdépendance, c'est-à-dire que pour que cet écosystème, pour que l'économie de santé puisse se développer, il faut impérativement que tous les maillons de l'écosystème soient présents. Si un des maillons est manquant, par exemple le domaine législatif, c'est compliqué de développer une entreprise dans cet écosystème. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il soit relativement décloisonné. Il faut que la lecture de l'écosystème soit la plus simple possible, à la fois pour les porteurs de projets qui ont envie d'aller, par exemple, sur développer des entreprises dans le secteur de l'e-santé, à la fois pour ceux qui vont investir. On sait très bien que la vie d'une start-up aujourd'hui, ça commence par l'idée, ensuite ça va être incubé, accéléré, financé, et il faut que tout cet écosystème soit facile à lire et le plus cohérent pour tous les acteurs. Alors, rapidement, les institutions, elles ont plusieurs rôles. Il y a une prise de conscience globale de l'importance de l'e-santé dans tous les pays. Ce sont bien entendu les enjeux économiques et technologiques. Il y a un cadre législatif qui doit être mis en place. Ce cadre législatif, il n'est pas si ancien que ça, puisque si on prend la référence de nos voisins européens, le cadre date de 2016 et l'application en termes de protection de données sera véritablement opérationnelle sur l'ensemble des pays européens en 2018. Donc on est en plein dedans.
En Tunisie, on n'est pas en reste, il y a une instance nationale de protection des données personnelles. Il y a une impulsion de projet, que ce soit sur le secteur privé ou sur le secteur public. Et puis, il y a des programmes de coopération technique qui permettent aussi d'avancer sur cette question de l'e-santé. Et on voit que ce sont des questions, sur le plan législatif, tout à fait d'actualité. Tout à l'heure, on parlait d'écosystème. Il faut évidemment qu'il y ait un écosystème qui soit propice à la création de projets. Je pense qu'il y a un projet de loi sur le Startup Act. Et donc, tout ça contribue au développement de ce pan de l'économie numérique. Alors, pour les patients, les choses ont un petit peu changé. Avant, on consultait un médecin lorsqu'on était malade. Au mieux, il nous donne un traitement. Au pire, on rentre chez soi. Actuellement, la santé devient active, c'est-à-dire que nous sommes des acteurs de notre santé, on fait attention à notre vie, on fait attention à son range, à notre sport. Ce concept de santé active, il est à la base d'un socle qui permet le développement d'applications, que ce soit dans le cadre de la prévention, par exemple le vêtement connecté du nourrisson qui permet de détecter s'il y a une variation de température, s'il y a une variation de position pour lutter contre les morsures du nourrisson. Le suivi des maladies chroniques et aussi l'autonomie et la sécurité des personnes âgées. L'utilisateur, le patient, il a besoin d'être dans un contexte de confiance et cette relation de confiance, c'est évidemment le cadre législatif. Maintenant, une des questions qu'on peut se poser, et c'est pour ça que ce processus n'est peut-être pas si inexorable que ça, c'est de savoir si nous, en tant qu'individus, on a envie de confier le diagnostic d'une pathologie simplement à un algorithme et la réponse est sans doute plus modérée que ça. Et la réalité entre la numérisation complète de l'économie de santé et le stade actuel. Alors, les soignants et les établissements de soins ont évidemment un rôle très important à jouer, que ce soit le secteur public ou privé. Il faut une culture du numérique, une meilleure continuité des soins et de la collaboration entre professionnels, c'est sans doute ce qu'ils perçoivent de mieux dans cette évolution vers le secteur de l'e-santé. Et la meilleure réponse qu'on peut fournir, c'est la formation et l'accompagnement de ces professionnels pour intégrer ces nouvelles pratiques. Les entreprises technologiques, il y a une véritable opportunité de développement dans le secteur de l'e-santé. Il faut bien comprendre l'écosystème. Deux choses qui me semblent aussi importantes. Il faut que cet écosystème intègre des compétences. Être capable de retenir ces compétences technologiques, c'est très important parce que les entreprises en ont besoin. Le modèle économique, chaque pays doit trouver son modèle économique en termes d'e-santé. Une étude très rapidement qui a été présentée en 2016, comparée sur 4 pays, 4 modèles économiques, 3 modèles, pardon, le B2B, B2C et des relations publiques-privées. Il n'y a pas de modèle idéal. Le modèle B2C en matière de santé fonctionne mal parce que peu de personnes sont prêtes à investir en fait, au final sur une application pour suivre leur santé. Et évidemment, ici en Tunisie, il faudra trouver notre propre modèle. En conclusion, investissez, innovez, développez des projets dans ce secteur qui, à mon avis, vous permettra de vous épanouir pleinement. Merci beaucoup. Merci.